pour commencer, dans Smart Bourse à la mi-journée, nous avons le plaisir d'être accompagnés en plateau par Dorothée Rouzet, chef économiste France chez Citi. Bonjour Dorothée Rouzet. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Smart Bourse. Alors on le disait en introduction, on a découvert un certain nombre de statistiques depuis hier qui témoignent d'une certaine résilience de l'économie en zone euro, que ce soit les indicateurs d'activité ou le sentiment finalement de contexte économique partagé notamment par un certain nombre de décideurs économiques allemands. Est-ce que c'est suffisant pour se dire aujourd'hui que l'économie en zone euro est résiliente malgré le contexte géopolitique, malgré le contexte de hausse des taux ou autre ? Oui, effectivement, donc les indices qu'on a pu voir ces derniers jours, notamment les indices PMI, les indicateurs de confiance en Allemagne, en France également, nous montrent que finalement, l'activité est déjà en phase de reprise et continue à nous surprendre par sa résilience, peut-être de manière toujours un peu plus marquée que prévu. Alors, quand on regarde dans le détail, vous le disiez un petit peu, on a quand même d'une part, plutôt une zone de stagnation qu'une croissance franche. On est soulagé parce qu'on a évité la récession, mais on n'est pas encore non plus dans une zone de croissance franche. Et puis, on a beaucoup de divergences entre l'industrie et les services, vous le mentionniez. Côté industrie, c'est plutôt en demi-teinte. On a toujours une croissance de la production, mais qui est permise par le fait que tout ce qui était de l'ordre des contraintes d'offres continue à s'alléger. Donc, les délais se raccourcissent, la disponibilité des composants s'améliore, les prix aussi des intrants se détendent un peu. Bien sûr. Mais la demande reste assez fragile quand on regarde les carnets de commandes, les nouvelles commandes et notamment les commandes à l'export qui ont chuté. Donc, quand même pas forcément beaucoup de relais de demande du côté de l'industrie, du moins pour l'instant. Et en revanche, côté service, on a une amélioration beaucoup plus franche. Et notamment une amélioration aussi côté demande. Et là, on commence à voir l'effet, sans doute, du fait que les revenus accélèrent, les salaires commencent à accélérer plus franchement aussi. L'inflation totale décroît, même si c'est assez lent. Donc, sur le front du pouvoir d'achat, les choses vont commencer à s'améliorer. Ça soutient l'activité des services. Par contre, ça soutient aussi les coûts dans les services, puisque les salaires, ils comptent pour beaucoup plus que dans la production de biens et les inquiétudes sur la persistance de l'inflation. Donc si je vous suis, ça reste fragile dans le sens où finalement, si on regarde du côté de l'industrie, il suffit qu'il y ait une remontée des cours des matières premières qui pourrait être expliquée par exemple par une concurrence un petit peu plus accrue de la demande en Chine ou autre, ou une inflation un petit peu trop persistante justement quand on parle de prix à la production pour venir fragiliser cette reprise économique en Europe. Oui, en fait, on a une grande incertitude principale sur comment va se comporter la demande au-delà du court terme. À court terme, on a un peu mécaniquement l'effet de l'inversion du choc des prix de l'énergie qu'on a du coup connu ces derniers mois. Ensuite, quand on regarde un petit peu plus loin, quelque part, on a deux scénarios possibles. On a un scénario positif qu'on peut tout à fait imaginer avec des revenus qui accélèrent, qui soutiennent la consommation, la réouverture chinoise qui aide les exportateurs européens, également peut-être un boom des investissements verts. Mais on a aussi un scénario beaucoup moins positif avec la possibilité que déjà plutôt pour 2024 ou dès la fin de cette année, on se ressente plus nettement les effets des hausses de taux sur la consommation, sur l'investissement. Les politiques budgétaires vont plutôt aller vers la consolidation. On peut avoir des vents contraires du ralentissement aux États-Unis. Et donc, tout cela peut aussi créer un scénario où la demande s'affaiblit et donc plus d'inquiétude peut-être pour 2024 que pour 2023. Alors, si on regarde, effectivement, il y a la vision macro et puis il y a la vision des marchés aussi de ce contexte économique, avec notamment d'ailleurs des entreprises qui publient des résultats pour l'activité en 2022 qui sont plutôt optimistes pour le moment. On a l'impression, quand on regarde ce que nous disent les marchés, que d'un côté, il y a une vision assez optimiste de l'activité économique en zone euro, mais qui peut se traduire du coup par une vision pessimiste d'un point de vue financier, parce que cela voudrait dire que ça laisserait finalement les coudées franches à la BCE pour procéder à de nouvelles hausses de taux dans son objectif de réduire toujours le niveau de l'inflation sur le sol européen. Oui, quand on regarde le scénario des marchés, finalement, c'est principalement un scénario assez bénin de soft landing, c'est-à-dire que on ne croit plus à une récession et en même temps, quand on regarde les anticipations d'inflation des marchés, il y a quand même une assez grande confiance dans les banques centrales pour faire revenir l'inflation à 2% à moyen terme.
sans avoir créé de récession. Donc ça reste un scénario globalement assez positif, même si il passe par des hausses de taux peut-être un peu plus marquées. Effectivement, aujourd'hui, l'inflation est quand même assez persistante, l'inflation sous-jacente est assez persistante, l'activité finalement résiste, donc la voie est libre pour augmenter les taux davantage. Ce qui va vraiment être le juge de paix, ça va être l'évolution du marché du travail et des salaires. C'est ce qui va être le plus scruté par la BCE. Et c'est un peu là que les choses vont se jouer entre les différents scénarios qu'on peut imaginer. Parce que le marché du travail aujourd'hui en zone euro est suffisamment solide pour encaisser d'autres hausses de taux de la part de la BCE ? D'une part, aujourd'hui, le marché du travail, là aussi, il nous a beaucoup surpris quelque part parce qu'il résiste presque envers et contre tout. Au quatrième trimestre, dans la zone euro, l'emploi a une croissance de 0,4% sur le trimestre, alors que le PIB, lui, stagnait. On a des taux de chômage qui restent au plus bas, donc le retournement du marché du travail, pour l'instant, on ne l'a pas vu. Alors, on commence à avoir une hausse assez marquée des faillites, donc ça peut changer. D'accord. Oui. Mais aujourd'hui, tout ce qu'on a, même sur les premiers mois de l'année, comme indicateur de tension sur le marché du travail, nous montre que pour l'instant, le refroidissement, il n'est pas là. Donc, d'une part, on peut se dire, oui, la BCE aura moins peur d'augmenter les taux. Oui, là, de ce que je comprends, la BCE a un boulevard pour continuer, progresser, effectuer de nouvelles hausses de taux. Et surtout, ce qui lui fait peur à la BCE, c'est des hausses de salaire trop élevées, en un sens. Et la tension du marché du travail, ça a quand même tendance à faire accélérer les salaires. Alors ça, on va le savoir assez vite, parce que les négociations salariales, notamment les grosses négociations en Allemagne, en France aussi, elles se déroulent au premier trimestre. D'ici à fin mars, on aura pas mal de visibilité sur le niveau des hausses de salaire. On peut quand même garder une certaine ambiguïté sur l'interprétation de ces hausses de salaire. Nous, on s'attend à ce que ça s'accélère autour de 5% en rythme annuel, ce qui historiquement est le plus haut depuis 30 ans. De manière uniforme, quels que soient les niveaux de salaire, ou il y a une lecture peut-être à avoir à ce niveau-là ? Pas de manière uniforme entre les pays, c'est-à-dire plus en Allemagne et nettement moins dans le sud de l'Europe. Pas de manière uniforme non plus selon les salaires. C'est ce qu'on a vu par exemple en France. Les bas salaires ont augmenté plus vite parce que le SMIC est indexé. D'accord. C'est presque mécanique. Et au sein des entreprises, de manière peut-être plus anecdotique, mais on voit aussi que les entreprises qui ne peuvent pas non plus donner des augmentations générales ont eu tendance à privilégier les plus bas salaires pour des raisons assez évidentes. Mais du coup, la question, ça va être, si on a cette hausse de salaire qui rend la BCE assez inconfortable, 5%, est-ce que c'est grave ? Est-ce que finalement c'est juste un rattrapage de l'inflation de l'année dernière, un peu mécanique et qui ne va pas se répéter l'année prochaine parce que l'inflation totale aura baissé ? Ou est-ce que c'est le signe de tension persistante sur le marché du travail qui crée au moins un risque de cette fameuse boucle prix-salaire qui est leur crainte majeure ? Et puis c'est vrai que si on prend un peu de recul, on peut regarder la question est légitime de se demander, on a une économie résiliente en zone euro, on a un marché du travail qui se tient bien, donc plus d'emplois ou en tout cas moins de chômage, effectivement des hausses de salaire. Est-ce que finalement, ça n'est pas une situation finalement tout à fait souhaitable pour un marché économique européen, quitte à peut-être, je ne sais pas, imaginer que la BCE revienne sur son objectif de 2% d'inflation qui est son objectif actuel ? Alors, la question de l'objectif d'inflation, on peut se la poser à moyen terme. Dans les faits, je pense que c'est une question qui est assez théorique aujourd'hui. Ne serait-ce que très simplement, la BCE ne pourrait pas réfléchir à changer ou remonter son objectif d'inflation tant qu'elle ne l'a pas atteint. En termes de crédibilité, ce serait quand même assez problématique. Et il n'y a aucune volonté particulière de revoir cet objectif au sein du Conseil des gouverneurs. Ils considèrent que 2% est toujours la bonne cible. On peut se poser la question à moyen terme parce que, je dirais, quand on regarde un peu le monde dans lequel on devrait émerger une fois terminé, au moins le plus extraordinaire de cette période, on va être dans un monde où les chocs d'offres vont être plus fréquents, où les raisons un peu structurelles d'avoir une inflation plus élevée, que ce soit la transition énergétique, que ce soit la démographie, que ce soit les changements de la mondialisation, vont plutôt nous pousser vers plus de chocs d'offres, peut-être une inflation un peu plus élevée. Et aussi beaucoup de besoins de transition dans l'économie, d'ajustement. Bien sûr, typiquement, ça, c'est plus facile à faire quand on a une inflation un petit peu plus élevée. Maintenant, aujourd'hui, je pense que la question n'est pas du tout sur la table de la BCE, qui est focalisée sur le fait déjà de faire baisser l'inflation. Aujourd'hui, elle peut se poser dans un second temps, mais aujourd'hui, ça n'a pas du tout l'air d'être... Mais si je vous suis, elle ne pourra se poser que si on atteint l'objectif de 2%. Elle ne pourra pas se poser si, par exemple, on est sur un palier à 3 ou 3,5% et que, du coup, l'objectif de 2% impliquerait une récession un peu plus sévère sur le sol de la zone euro.
Bon, la question qui va se poser au moment où on atteindrait 3%, ce qui, selon nous, sera vers peut-être la fin de l'année, début d'année prochaine, c'est à quelle vitesse on essaye de faire revenir à 2%. Est-ce que vraiment on veut provoquer une récession pour arriver vite à 2%, ou est-ce qu'on accepte que la décrue soit un peu plus lente pour se faire de manière plus fluide ? Ensuite, revoir l'objectif quand on ne l'a pas encore atteint, pour la BCE, ce serait un problème majeur en termes de crédibilité. Finalement, si on revoit l'objectif à 3% parce qu'on n'a pas atteint 2, qu'est-ce qui fera croire au marché que la prochaine fois, on ne cherchera pas 4 ? Bien sûr. Je pense que cette question, elle ne sera pas sur la table. Mais elle mérite d'être posée effectivement dans le contexte qu'on voit actuellement en zone euro. Si on sort de la zone euro, mais qu'on reste sur le sol européen, les indicateurs d'activité Dorothée Rouzet ont également surpris au Royaume-Uni, surpris à la hausse. Et alors là, pour le coup, on voit une activité manufacturière qui résiste même un petit peu mieux qu'en zone euro. Oui, alors effectivement, notamment le PMI au Royaume-Uni a beaucoup surpris. Donc on s'attendait à une petite hausse autour de 49, il a bondi à 53. Et là, par contre, quand on regarde les composantes demande, on voit qu'on a un retour de la demande, y compris dans les services. On a des nouvelles commandes qui sont reparties à la hausse, des indicateurs sur l'emploi aussi qui sont positifs. Donc là, la résilience a pas mal surpris en début d'année. Après, il ne faut pas forcément extrapoler non plus trop loin. Il y a des facteurs de court terme qui jouent. Au-delà, on a quand même une consommation qui va rester comprimée par les coûts de l'énergie, mais aussi la remontée des taux d'intérêt qui pèsent beaucoup plus au Royaume-Uni où les emprunts immobiliers sont davantage à taux variable. On va avoir probablement le chômage qui va augmenter. Donc pour le reste de l'année, on n'est pas si optimiste. Mais pour le court terme, si on pense là aussi à la réaction de la Banque d'Angleterre à ces indicateurs, au début du mois, on avait plutôt l'impression que la Banque d'Angleterre préparait les esprits à une pause à partir de mars. Aujourd'hui, ces données ont plutôt tendance à faire pencher la balance pour au moins une hausse de taux supplémentaire. Donc on recule effectivement toujours cette idée d'une pause ou d'une baisse des taux qui d'ailleurs n'est pas encore d'actualité sur le sol européen. Merci beaucoup Dorothée Rouzet de nous avoir accompagnés à la mi-journée dans Smart Bourse. Je rappelle que vous êtes chef économiste France chez Citi et on se retrouve tout de suite dans la deuxième partie de Smart Bourse.